Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit défi assez courant. Comment on passe d'une idée, d'une liste de mots-clés, peut-être griffonnée et vite fait, ou issue d'une carte mentale, à une requête de recherche qui marche vraiment. L'objectif, il est clair, trouver l'info pertinente, celle qu'il nous faut, sans se noyer sous des tonnes de résultats inutiles. Alors pour ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un document technique d'équation de recherche documentaire. On va essayer de décortiquer ensemble comment on construit cette fameuse équation de recherche. Une sorte de code pour parler aux bases de données. Exactement. Et c'est une étape, franchement, plus importante qu'on ne le croit. On peut avoir bien cerné les concepts clés, hein, mais si on ne sait pas les traduire, dans le langage de la machine, on risque de passer à côté. C'est vraiment une structuration de la pensée de manière logique, syntaxique, pour que le système interprète bien. C'est le pont, quoi, entre notre besoin d'infos et la logique de l'algo. Alors allons-y. Une équation de recherche, c'est quoi concrètement ? D'après nos sources, si je comprends bien, c'est l'assemblage de nos mots-clés et les termes, c'est ça, avec des connecteurs logiques. C'est tout à fait ça. C'est une séquence, une organisation de termes et d'opérateurs. Et ces opérateurs, ils sont vraiment la clé. C'est eux qui définissent la relation logique entre les termes. Et un point important que soulignaient les sources, la syntaxe, la façon d'écrire l'équation, ça peut changer d'un outil à l'autre. Faut garder ça en tête. Les sources parlent surtout de trois types. Les booléens, les plus connus, la troncature pour la flexibilité, et puis les opérateurs de proximité. Bon, on va pas détailler ces derniers aujourd'hui, nos extraits s'attardent pas dessus, mais ça existe pour chercher des mots proches dans le texte. Concentrons-nous sur la base. Parfait. Commençons par les boulets alors. Les fameux été ou sauf, ou and, are, not en anglais. C'est vrai qu'on les voit souvent comme ça. C'est vraiment le cœur de la logique de recherche, ça. C'est la fondation logique, oui, absolument. Ils permettent de combiner des concepts ou au contraire d'en exclure, pour sculpter un peu le périmètre de la recherche. Sans ça, on jeterait juste des mots comme ça et les résultats seraient souvent décevants. D'accord. Prenons le été ou end. Son rôle, d'après la source, c'est de s'assurer que tous les termes qui sont reliés par été soient bien présents dans les documents trouvés. C'est l'outil pour resserrer, c'est ça? Pour être plus précis? C'est exactement ça. C'est souvent le premier réflexe quand on a plusieurs aspects dans notre sujet. Par exemple, la source donne l'exemple de l'optimisation dans le domaine de l'automatique. L'équation optimisation and automatique, elle garantit que les résultats parleront bien des deux en même temps. Sans le N, on pourrait avoir des trucs juste sur l'optimisation ou juste sur l'automatique, ce qui n'est pas le but. Le AND, il filtre, il garde que l'intersection. Logique. Mais si on veut l'inverse, si on a plusieurs termes qui nous vont bien et qu'on serait content si au moins l'un d'eux est présent, c'est là qu'arrive le ou or, j'imagine. Précisément. Le OU, c'est l'opérateur pour élargir. Il est parfait pour regrouper des synonymes ou des termes très proches, ou même des concepts un peu différents, mais qui répondent tous aux besoins. Pensez à voiture ou automobile, par exemple. C'est classique. La source, elle, donne un exemple un peu plus technique. Chercher des documents sur les FPGA ou les microcontrôleurs, mais spécifiquement dans le contexte des télécommunications. L'équation proposée, c'est FPGA ou microcontrôleur, end télécommunication. Et là, paf, des parenthèses. C'est comme en maths, ça, pour dire ce qu'on fait en premier. Absolument crucial. Oui, c'est exactement ça. Les parenthèses ici, elles sont fondamentales. L'équation FPGA ou microcontrôleur and télécommunication, elle dit au système « Trouve-moi les documents qui parlent de télécommunication et qui contiennent soit FPGA, soit microcontrôleur. » Ou les deux d'ailleurs. C'est très différent de ce que ça donnerait sans parenthèses ou si elles étaient mal placées. Ah oui, comment ça, différent? Imaginez qu'on écrive, je sais pas, par erreur, FPGA ou microcontrôleur and télécommunication. La plupart des systèmes, ils vont comprendre que le and est prioritaire. Donc ça donnerait FPGA ou microcontrôleur and télécommunication. Et là, on chercherait quoi? Soit des documents sur les FPGA, n'importe quel, soit des documents qui parlent à la fois de microcontrôleurs et de télécom. C'est plus du tout la même chose. La source évoque aussi la comparaison avec FPGA and télécommunication ou microcontrôleur and télécommunication. Bon, logiquement, c'est pareil que la première avec les parenthèses, mais c'est plus lourd, moins direct. Les parenthèses, ça structure l'intention. D'abord, on unit les alternatives et après, on applique la condition commune. C'est plus clair. Je vois.
La structure change vraiment le sens de la question qu'on pose au moteur. C'est une leçon importante, ça. Reste le troisième booléen, sauf, ou not. Lui, il sert à exclure, c'est ça? Pour nettoyer un peu les résultats. C'est son rôle, oui. Le not permet d'éliminer les documents qui contiennent un terme précis, même s'ils correspondent au reste de la recherche. C'est utile quand un sujet un peu voisin vient pollumer les résultats ou quand on veut vraiment écarter un aspect. L'exemple donné, c'est de chercher sur le digital dans les télécoms, mais sans ce qui touche au microcontrôleur. L'équation, c'est digital and télécommunication, not microcontrôleur. Donc on prend d'abord tout sur digital et télécom ensemble, puis on enlève ceux qui parlent de microcontrôleur. Et là encore, la question de la syntaxe de Landre, elle est pertinente. La source demande est-ce que digital, not microcontrôleur et télécommunication, ça donnerait pareil? La réponse prudente, c'est pas forcément. Ça dépend vraiment de comment le moteur de recherche est fait. Certains pourraient faire l'exclusion d'abord digital sans microcontrôleur et ensuite chercher ça dans le contexte télécommunication. D'autres pourraient avoir une autre priorité. Le not, il est puissant, mais parfois un peu délicat. Il peut aussi, si on l'utilise mal, enlever des documents pertinents qui mentionnent le mot exclu juste une fois de façon anecdotique. C'est un outil à utiliser avec discernement et souvent après avoir vu qu'il y avait un problème de bruit récurrent. Encore une fois, tester ou regarder la doc de l'outil, c'est souvent une bonne idée. Bien noté. Donc, on a notre trio booléen. AND pour préciser, OR pour élargir, NOT pour exclure. Mais nos sources disent qu'on peut aller plus loin pour affiner. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour gagner en précision, non? Je pense aux guillemets, par exemple. Ah oui, les guillemets, un outil tout simple mais redoutable. Mettre une expression entre guillemets, comme énergie solaire, ça demande au moteur de chercher exactement cette suite de mots. Dans cet ordre, c'est la recherche d'expressions exactes. La source compare la recherche sur l'optimisation dans la conception des capteurs. Elle suggère que optimisation and conception des capteurs, bon, en corrigeant la petite faute de frappe de la source, capteur avec un S, est bien meilleure que optimisation and conception and capteur. Pourquoi c'est si différent? Ah mais la différence est énorme. En termes de pertinence, c'est le jour et la nuit. La première requête, optimisation and conception des capteurs, elle cherche des documents qui contiennent optimisation et l'expression exacte conception des capteurs. Ça cible des textes qui parlent vraiment de l'optimisation appliquée à ce processus précis. La seconde, optimisation and conception and capteurs, sans les guillemets, elle cherche juste des documents où les 3 mots apparaissent. Mais ils peuvent être n'importe où dans le texte, sans aucun lien direct. On pourrait tomber sur un article qui parle d'optimisation mathématique, puis de conception de logiciels 100 pages plus loin, et qui mentionne des capteurs de température dans un autre contexte. Ça n'a rien à voir. Les guillemets, ça assure la proximité et l'ordre. Et ça, c'est souvent crucial pour les concepts qui tiennent en plusieurs mots. C'est très clair. Et l'autre outil pour affiner, c'est la troncature, souvent avec un astérisque. Un joker puissant, dit la source. Ça marche comment, ça? La troncature, c'est l'outil de la flexibilité, morphologique disons. En mettant l'astérisque, ou parfois un autre symbole, ça dépend des systèmes, à la fin d'une racine de mots, on demande au moteur de chercher toutes les terminaisons possibles. L'exemple classique, c'est automate. Ça va ramener automatique, automatix, automatisation, automatisé, automate, etc. C'est hyper pratique pour couvrir d'un coup le singulier, le pluriel, les différentes formes du mot, sans devoir faire une longue liste avec des ou. Malin, en effet. Mais la source dit qu'on peut aussi l'utiliser au début ou au milieu d'un mot. Oui, c'est possible, même si c'est moins courant et pas toujours supporté par tous les outils. L'usage à la fin, suffixe, est le plus fréquent de loin. L'usage au début, préfixe, ça peut être intéressant. L'exemple linear design permettrait de trouver linear design, mais aussi non-linear design ou quasi-linear design. On attrape comme ça des variantes conceptuelles importantes autour du terme principal, linear design. L'usage au milieu, WOM pour woman ou women par exemple, c'est encore plus spécifique, mais il faut faire attention avec la troncation. Si la racine est trop courte, genre cat, on risque de récupérer un bruit énorme, catalogue, catastrophe, catégorie. Il faut choisir une racine assez distinctive. D'accord. On voit bien la puissance de ces outils combinés, hein. Les booléens pour la logique, les guillemets pour la précision des mots, la troncature pour la flexibilité. Mais comment on jongle avec tout ça sans tomber dans les pièges? Les sources insistent sur 2 gros écueils, le bruit et le silence.
Ce sont les deux faces d'une même médaille, en fait. La difficulté de bien calibrer sa requête. Le bruit, c'est tous les documents pas pertinents que la recherche ramène quand même. On se retrouve avec des centaines de résultats, mais on passe un temps fou à trier pour trouver les quelques perles. C'est souvent le signe d'une requête trop large. Et la source Lisa a un excès d'opérateurs ou, c'est ça? Oui, c'est une cause fréquente. Chaque OU, c'est comme ouvrir une porte de plus pour laisser entrer des documents. Si on utilise des OU avec des termes qui ne sont pas vraiment des synonymes ou des alternatives très proches, on élargit trop le filet. La requête devient moins ciblée et on ramène des documents qui touchent le sujet que de très loin. Donc, il faut être rigoureux dans le choix des termes qu'on met avec OU. Vraiment se demander est-ce que ces mots représentent bien le même concept pour ce que je cherche. D'accord. Et à l'inverse, il y a le silence, zéro résultat ou très très peu. Là, la requête est trop pointue. Exactement. Le silence, c'est souvent le résultat d'une accumulation de contraintes trop fortes. Et là, la source pointe du doigt un excès d'opérateurs été. Chaque AND ajoute une condition que le document doit remplir. Si on combine trop de termes spécifiques, surtout s'ils sont rares ou s'ils viennent de domaines très différents, on définit un document tellement précis qu'il n'existe tout simplement pas dans la base qu'on interroge. Donc c'est tout un art de l'équilibre finalement. On commence avec une première idée basée sur notre compréhension du sujet. On regarde les résultats. Trop de bruit. Bon, on ajoute des and, on met des guillemets, on affine les termes, on utilise note, mais avec prudence. Trop de silence, on enlève peut-être un and, on utilise des ou avec des synonymes pertinents, on essaye la troncature, on élargit un concept. Il faut un peu dialoguer avec les résultats pour affiner l'équation, petit à petit, jusqu'à obtenir un bon compromis entre précision, peu de bruit, et rappel, peu de silence. On a donc vu les boulets 1 et, ou, sauf pour la structure logique, les guillemets pour l'exactitude et la troncation, l'astérisque, pour la flexibilité des termes. L'objectif final, c'est bien d'arriver à une équation qui nous donne vite accès à l'info la plus pertinente possible en maîtrisant cet équilibre entre trop et pas assez de résultats. C'est exactement ça. Maîtriser ces outils, ça transforme vraiment la recherche d'infos. On passe d'une pêche un peu au hasard à une activité presque chirurgicale. Mais pour aller un peu plus loin, au-delà de la mécanique des opérateurs, il y a une question qui est effleurée dans nos sources et qui me semble assez passionnante. C'est l'impact du tout premier choix, celui des mots-clés eux-mêmes. Avant même de penser au « et », au « ou », aux guillemets. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire comment la qualité, la spécificité, la richesse sémantique des termes qu'on choisit au départ, ceux qui viennent de notre brainstorming, de notre carte mentale, comment est-ce qu'ils conditionnent déjà tout l'univers des résultats possibles? Un terme très général, ça ouvre un champ immense. Un terme hyper technique, ça le réduit drastiquement. Quelle est l'interaction entre ce choix sémantique initial et la structure logique qu'on plaque dessus avec les opérateurs? Est-ce qu'une meilleure maîtrise du vocabulaire du domaine ne rend pas l'étape de l'équation plus simple? Ou au contraire plus complexe parce qu'il y a plus de nuances à gérer? C'est peut-être là qu'est la prochaine étape pour affiner encore nos stratégies. Pas seulement maîtriser la syntaxe de la recherche, mais aussi approfondir notre compréhension sémantique du domaine pour choisir les mots les plus justes, les plus efficaces dès le départ. Une piste intéressante, je trouve, pour continuer à optimiser notre quête d'information,